Voilà, donc merci beaucoup d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir de venir vous rendre visite pour un petit peu parler de ce que je fais. Donc comme Vincent l'a dit, je suis donc le directeur d'un département de criminologie, ce qui a priori ne m'amène pas spécifiquement vers les questions de mobilité. Je suis aussi prof à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Je donne des cours de droit, donc a priori ça non plus. Il se fait que je suis aussi co-directeur d'une revue qui s'appelle la Revue Nouvelle, qui est une revue généraliste, qui ne s'occupe pas spécialement de mobilité non plus. Donc, ma formation, c'est, je suis juriste au départ et docteur en droit. En fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours travaillé à des endroits où je n'avais pas les qualifications requises, on pourrait dire. C'est-à-dire que je suis une sorte de juriste renégat puisque je ne fais plus de droit depuis au moins 15 ans. J'ai fait un 3e cycle en sociologie qui m'a amené à m'intéresser à la médiation pénale. Et puis j'ai fait une thèse, mais comme j'étais licencié, comme on disait à l'époque en Belgique, donc j'avais un master en droit, ben j'ai fait une thèse en droit, mais c'est une fausse thèse en droit qui ne contient que 10% de droit, le reste étant en gros de la criminologie. Donc je dirige maintenant un département de criminologie sans être criminologue, ce qui est aussi une situation un peu particulière. Il se fait que quand je suis revenu à Saint-Louis après un parcours, j'avais ma porte de bureau donnait sur la porte de bureau d'un docteur en sociologie, Bertrand Montulet, et on était séparés par un couloir, et comme c'était une petite unif, on discutait beaucoup, et c'est l'avantage de Saint-Louis, c'est que c'est une toute petite structure, donc on parle entre juristes, sociologues, historiens, etc. Et en fait, en discutant de ma thèse et en lui expliquant ce que j'avais fait comme travail, et lui en discutant de sa propre thèse qui portait sur les mobilités physiques et la représentation de l'espace-temps lié à ces mobilités physiques, on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une perspective de répondre à des questions auxquelles je n'avais pas réussi à répondre dans le cadre de ma thèse, et aussi qu'il y avait finalement plus de points communs qu'on aurait pu l'imaginer au départ entre nos thèses. Donc la mienne portait sur la façon dont les gens discutent et s'ajustent dans le cadre d'une médiation pénale et la confrontation de ces pratiques-là aux idéaux qui sont censés présider à la médiation pénale. En gros, pas grand-chose à voir avec la mobilité. Ces discussions ont abouti à l'idée qu'on allait finalement réfléchir ensemble. Il y a un projet de livre dont on reparlait il y a 10 minutes, qui est un projet de livre à l'accouchement difficile, mais que j'espère quand même finaliser avant la fin de l'année. Et il y a en fait une question qui est une question traditionnelle de la criminologie, qui est la question de la prison. Et donc, en gros, ce dont je vais parler ici, c'est du travail qu'on a initié ensemble, et puis de la façon dont j'essaye de l'appliquer à une question particulière, qui est la question de comment justifier la prison aujourd'hui. Alors, le point de départ, en fait, dans nos discussions, et ce qui nous a amené à retomber sur la question de la mobilité, c'est en fait que moi, en tant que spécialiste de la médiation, un de mes constats, c'était que finalement, la médiation pénale était très particulière dans son procédé parce qu'elle décloisonnait très largement ce que le droit généralement tient cloisonné de manière très soigneuse. Je veux dire par là que, par exemple, la différence entre l'auteur et la victime s'estompe, la figure du juge disparaît quasiment, la production de la solution au conflit devient finalement une production collaborative dans laquelle interviennent des acteurs privés comme des associations, des choses comme ça, dans laquelle peuvent intervenir des extérieurs comme des proches de la victime par exemple, et dans laquelle collaborent des magistrats, des assistants sociaux, etc. Et donc, on est très très loin de l'idée qu'on se fait habituellement du règlement juridique d'un conflit, à savoir on va appliquer des règles strictes, chacun a sa compétence à lui, et quand il a fini son job, il passe le dossier au suivant, et on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le droit de manière traditionnelle, et surtout le droit pénal, est en fait un système de cloisonnement extrêmement rigide. Et en discutant, finalement, on en est venu à réfléchir en se disant, mais finalement, l'évolution des modèles familiaux, par exemple, les recompositions familiales, l'indistinction des rôles, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des liens ? Et tiens aussi les politiques d'activation des allocataires sociaux, des chômeurs, l'appel à l'activité permanente, etc. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là derrière ? La valorisation constante du changement aujourd'hui, les modifications dans la façon dont on voit les territoires ou dont on vit les territoires, ce qui est par exemple assez flagrant dans l'Union européenne.
avec des possibilités pour les États d'agir sur le territoire l'un de l'autre, ce qui est a priori inimaginable dans une Europe des États-nations. Et donc, il y avait toute une série de réflexions qu'on se faisait et on avait un peu le sentiment qu'on pourrait peut-être trouver un lien à ces différentes choses. Et peut-être qu'aussi, ce qui nous a donné la chance de le faire, c'est que comme on partait de points très éloignés, si on avait l'impression qu'il y avait du lien, il fallait qu'on trouve quelque chose entre les deux. L'hypothèse qui reste une hypothèse, hein, je ne viens pas en disant ça y est, c'est fini, on y est. L'hypothèse, c'est l'hypothèse de ce qu'on a appelé l'idéologie mobilitaire faute de mieux. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que nous serions face à une évolution idéologique qui aurait pour caractéristique principale la valorisation de la mobilité pour elle-même. Donc pas à une fin autre, mais vraiment en soi. Ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de notre travail, c'est de formaliser ce cadre-là et de poser les premières pistes quant à une analyse des usages de cette idéologie, parce qu'on n'est évidemment pas dans un cadre qui serait celui de l'affirmation de du règne d'une idéologie qui serait un règne sans partage et qui permettrait de lire au travers de l'idéologie les comportements. Ce à quoi on s'intéresse avant tout, c'est à la question des discours et des représentations sociales. Et puis, dans un second temps, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ces discours et représentations sociales sont utilisés, voire instrumentalisés, pour soutenir les positions d'acteurs divers. J'aurai l'occasion d'y revenir, notamment à propos de la prison. La formalisation actuelle, qui est maintenant stable depuis un moment, donc sauf si vous avez des idées, des suggestions, a priori pour l'instant on est à 4 éléments, 4 impératifs: activité, activation, participation et adaptation. Finalement, c'est assez simple. Activité, c'est l'idée que nous serions soumis en permanence à des injonctions d'activité. On peut évidemment ici penser à Ehrenberg, par exemple. Et donc, l'idée est bien de dire que nous sommes sommés d'être actifs en permanence, quelle que soit la nature de l'activité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, par exemple, d'être sommé d'être productif dans un cadre industriel ou dans le cadre de son travail et laissé en paix en dehors de cela. Il ne s'agit pas non plus, par exemple, d'être sommé d'être actif pendant sa vie active et après, on peut aller pêcher, on est tranquille. L'idée, c'est l'idée d'une permanence de l'injonction d'activité qui va finalement du berceau à la tombe, avec les figures du senior actif, du travailleur toujours sur la brèche, mais aussi de celui qui fait des vacances actives, qui met ses gosses dans des stages, et quand ils ne sont pas dans des stages, ils prennent des cours supplémentaires, et quand ils ne prennent pas des cours supplémentaires, ils font un instrument de musique, etc. etc. Cette idée-là, elle s'impose, à notre sens, à la fois aux individus, mais aussi aux organisations. L'impératif, en tout cas un des impératifs essentiels aujourd'hui pour une organisation étant de faire la démonstration permanente qu'elle est débordée. C'est-à-dire que la surcharge, quelque part, est l'état naturel. Qu'est-ce qu'il faut répondre quand on dit ça va? Il faut répondre ça va, mais je suis complètement débordé. Si on dit ça va, en fait, pour l'instant c'est plutôt cool, c'est assez mal vu. Il faut être débordé. Et les institutions sont aussi dans cette idée du débordement. Par exemple, quand on est un observateur, comme j'essaye de l'être, du système judiciaire, on est frappé par l'omniprésence du débordement. Les prisons surpeuplées, les administrations complètement engorgées, et une gestion du système judiciaire qui ne repose plus sur l'idée de quelle serait la voie juste pour ce dossier, mais quels sont les tuyaux, quels sont les circuits par lesquels je pourrais faire passer un maximum de dossiers. On verra bien ce qui se passera. Médiation, procès, classement sans suite, finalement, qu'importe. L'essentiel étant de valoriser au maximum les potentiels d'activité. Dans ce cadre-là, évidemment, le monitoring et tout ce qui est ressorti à la catégorie du monitoring est un des outils privilégiés, c'est-à-dire que nous sommes tous sous monitoring. Il faut faire des tableaux de bord d'activité, on a des comptes rendus de son site, de son compte Facebook, etc. Et donc, cet imaginaire-là de l'activité permanente induit évidemment des modes d'action fondés sur le monitoring. On pourra en reparler si on a l'occasion, mais par exemple, en matière pénale, c'est très flagrant. La logique de la surveillance électronique, par exemple, et la logique de tous ces processus d'accompagnement est une logique très fortement fondée sur le monitoring, c'est-à-dire du diagnostic en temps réel ou quasiment.
Ceux qui sont évidemment stigmatisés dans ce cadre-là, ce sont les inactifs, bien entendu. Il n'y a pas pire crime aujourd'hui que d'être chômeur. On pourra discuter éventuellement plus tard de la question de savoir quels sont les inactifs qui sont identifiés comme inactifs. Un rentier n'est pas spécialement actif, mais lui, étrangement, n'est pas stigmatisé. Mais ça, ça concerne plutôt la question des usages de l'idéologie. Alors, activation, c'est l'idée d'une autonomie plutôt que d'une hétéronomie. C'est bien d'être actif, mais il ne faut pas être dans l'obéissance, il faut être dans l'initiative. C'est très, très flagrant, par exemple, en matière de management, où on voit bien que l'injonction n'est plus « surtout tu fais exactement ce que l'ingénieur t'a dit de faire », mais où l'injonction est de dire « écoute, quand tu as 5 minutes, prends un balai et rends-toi utile ». Par exemple, l'évolution de la chaîne de montage automobile excusez-moi, est assez intéressante de ce point de vue-là, puisqu'on passe d'un modèle fordiste où l'organisation scientifique du travail définit très précisément chaque geste et limite toute autonomie de l'individu en disant le geste que tu poses est uniquement le geste que je t'impose, à un système où c'est un travail par équipe et où tout est calculé pour qu'on manque un peu de temps. Et que donc celui qui, par bonheur, aurait fini un peu plus rapidement sa tâche, ira donner un coup de main à son collègue, etc. Cette idée de l'activation, évidemment, c'est le leitmotiv de l'activation des chômeurs, de l'activation des allocataires sociaux, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en Belgique, dès qu'on dit qu'on va activer les gens, ça justifie à peu près tout. L'activation est finalement une projection, c'est-à-dire qu'il s'agit de se projeter soi-même, c'est-à-dire donc de se mettre en mouvement. Et un des instruments privilégiés est l'instrument du plan, mais qui n'est pas un plan de planification, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas c'est pas un plan quinquennal, c'est l'idée, par exemple, de nouveau, je vous parle de ce que je connais le mieux, bien entendu, en matière pénale, le plan de détention, sur lequel on reviendra peut-être, dans le cadre de la nouvelle loi pénitentiaire belge, eh bien, on prévoit que quand quelqu'un entre en prison, il rédige un plan de détention pour dire quel est son projet, ce qu'il va faire de son temps de détention. Ça, c'est une activation parce que ce qu'on lui dit, c'est pas ton problème, c'est ça, ça et ça et ça, donc on ne le diagnostique pas problématique pour lui dire alors ce que tu dois faire, c'est apprendre à lire et à écrire, voir un psychologue, payer autant à ta victime. On lui dit quelles initiatives veux-tu prendre, voilà les services qui te sont offerts. Donc, la façon d'aborder les choses est fort différente. On est non pas dans la contrainte au comportement, mais dans la contrainte à l'autocontrainte. C'est-à-dire que ce qui est mal vu, c'est de contraindre directement l'individu en lui donnant un ordre, mais en même temps, on lui donne l'ordre de se donner l'ordre lui-même, quelque part. Les obéissants, dans ce cadre-là, sont des gens qui sont finalement dysfonctionnels, parce qu'ils attendent un ordre et tant qu'ils n'en ont pas, ils ne font rien, ou quand ils ont un ordre, ils l'exécutent à la lettre, ce qui est problématique. Troisièmement, la participation. Ce n'est pas tout d'être actif, ce n'est pas tout de prendre des initiatives, encore s'agit-il de définir ce qui va être fait. Ce qui va être fait, a priori, doit être un projet, c'est-à-dire finalement une action concertée collectivement, avec une multiplicité d'acteurs, et une action temporaire. Vous faites des projets familiaux, des projets professionnels, vous avez des projets de formation. Vous ne devenez pas ingénieur pour être ingénieur toute votre vie. Moi, je suis juriste, mais je suis considéré comme n'étant plus juriste. Je pense qu'il y a une quarantaine d'années, je serais resté juriste à vie parce qu'on n'imaginait pas qu'on puisse perdre cette insigne dignité, celle d'être juriste. Ici, on est bien dans l'idée d'un cumul et d'une succession de projets qui sont tous temporaires. L'idée, par exemple, que je trouve assez frappante, c'est l'idée du projet familial. Avant, on fondait une famille. Quand on fonde quelque chose, c'est bien qu'on enfonce des fondations dans la terre, on en fait un immeuble, quelque chose qui ne bougera pas. Or, aujourd'hui, la rhétorique est beaucoup plus celle du projet familial, qui est un projet sur mesure et qui repose sur un accord entre un ensemble de participants d'un nombre indéterminé, puisqu'il y a parfois des enfants d'un premier lit, parfois il y a plusieurs partenaires, etc. Et finalement, on sait dès le début qu'en gros, ça durera tant que ça durera. Ça durera tant que les partenaires au projet y trouveront un intérêt. On est donc ici dans un imaginaire, en tout cas, qui est celui d'un cumul de projets en parallèle, parce qu'on a un projet professionnel, puis un projet familial, puis etc., avec tous les problèmes de coordination que ça pose, tous les problèmes liés au passage d'un projet à l'autre de manière synchronique, et bien entendu, on est dans un système diachronique. On sait très bien que la thématique du rebondissement est une des grandes thématiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut rebondir.
L'être adéquat aujourd'hui est un être bondissant qui, après s'être fait jeter de sa boîte, rebondit et ne cesse de rebondir. Et si bien que, par exemple, quand on rentre dans une boîte d'outsourcement, on vous dit « Formidable, vous avez été viré, c'est fabuleux, c'est l'occasion de rebondir. » Voilà de nouveaux projets, de nouveaux défis, etc. Et quand vous vous présentez à un employeur, vous ne lui dites pas « En fait, j'ai un emprunt hypothécaire à payer et vous savez, dans le marché actuel, je pense ce qui se présente. » Non, vous dites que vous êtes à la recherche de nouveaux défis et de nouveaux projets et que vous êtes passionné par la vente au détail de hamburgers, par exemple. Je prends cet exemple, mais on en est aujourd'hui quasiment à demander sa motivation à un gars qu'on engage pour poser des briques, quoi. J'ai toujours rêvé de poser des briques. Poser des briques est pour moi une vocation. Enfin, je voudrais faire un nouveau projet avec des nouvelles briques et un nouveau mortier, enfin, ce genre de choses. On est dans un imaginaire de la coordination plutôt que de la direction. Et ça, le management est un bon exemple de ça. C'est ce management par projet, le management participatif, où finalement, la question n'est pas, en tout cas officiellement, celle de la hiérarchie. Il y en a quand même un à la fin du mois qui est payé plus que les autres, mais ça, c'est un détail, bien entendu. C'est beaucoup plus l'idée d'une coordination et donc d'une participation à un projet collectif. Dans ce cadre-là, qui sont les inadéquats? Ce sont les isolés, c'est-à-dire ce sont ceux qui soit font leurs petites affaires dans leur coin, qui auraient par exemple des projets personnels mais qui n'intéressent pas les autres. Ça n'est pas intéressant. Donc si vous dites par exemple que vous avez un grand projet de développement spirituel personnel et que vous méditez 3 heures par jour, généralement votre conseiller Pôle emploi ne trouve pas ça particulièrement intéressant. Et donc on est dans une idée qui n'est pas celle du développement de soi, ce n'est pas celle du parcours individuel, de l'accomplissement de ses potentialités personnelles. Quatrième impératif, c'est l'adaptation. Si je suis actif en permanence, si je prends des initiatives et que je vais de projet à projet, qu'est-ce qui se pose comme difficulté? C'est la question de l'articulation. On est dans une société du souci articulatoire, je pense, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est extrêmement attentive à la question des interstices, des articulations et des moments charnières. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, par exemple, la thématique de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle est une de ces thématiques. C'est la question de comment faire cohabiter 2 projets différents en dehors d'un cadre prédéfini, clair, qui dit le boulot c'est de 9 à 5 et on n'appelle pas son mari ou sa femme sur le lieu du travail parce qu'à ce moment-là on est employé. Et puis après 5 heures, on n'est plus employé et donc il est hors de question d'appeler à la maison en disant tiens finalement, est-ce que tu pourrais me préparer ce document pour demain, etc. C'est une question d'articulation. La question évidemment du projet porte en elle-même la question de l'articulation entre les participants, bien entendu. C'est-à-dire que si je veux faire un projet collectif, je dois en permanence non seulement m'adapter au type de projet qui m'est proposé, mais aussi m'adapter aux autres participants, comprendre quel va être mon rôle là-dedans, et éventuellement aussi le faire évoluer au fur et à mesure de l'avancement du projet. On est évidemment, et ça renvoie bien entendu à la thématique du monitoring dont on parlait tout à l'heure, on est dans un rythme qui est celui du temps réel. Par exemple, la justice en temps réel est une des grandes marottes, surtout en France, et montre bien, en tout cas, je trouve ici, est vraiment emblématique d'un souci de l'adaptation en temps réel par rapport aux conditions du terrain. On arrête des gens, il y a un phénomène à ce moment-là, on va adapter. On adapte en permanence la réponse, les effectifs, voire les qualifications criminelles, etc. Un élément aussi intéressant, c'est la labilité extrême, en tout cas de plus en plus forte de la loi pénale, qui prétend devoir répondre au moindre scandale sur le moment. C'est-à-dire, on a agressé un policier, il y a un policier qui est mort, vite, on va augmenter les peines pour les gens qui s'attaquent à des gens en uniforme. On a un crime à caractère homophobe, vite, créons une circonstance aggravante lorsque l'infraction est motivée par la haine, contrairement évidemment aux assassinats motivés par l'amour et l'altruisme, sans doute. Et donc, cette idée d'adaptation en permanence, c'est l'idée, par exemple, d'adopter une loi en disant dans un an, elle sera soumise à évaluation et elle sera amendée à ce moment-là. Ce sont des travaux préparatoires dans lesquels on lit, voilà, la loi est vieille, elle a 10 ans maintenant, et donc il est temps un peu de faire le ménage là-dedans. Ce qui est, pour un juriste en tout cas, quelque chose d'assez étrange, parce que, a priori, la loi, elle était là pour instaurer un ordre qui était perçu au moins à l'échelle du demi-siècle, voire à l'échelle du millénaire. Quand on parle de code civil, par exemple, on se réfère à Justinien. On est dans une temporalité qui est de 1500 ans.
Donc voilà, la souplesse devient une nécessité, la souplesse dans le droit, dans l'entreprise, la carrière, famille, etc. Donc cette adaptation, elle doit être permanente. Pour moi aussi très emblématique de cela, l'impératif d'adaptation par rapport aux chômeurs. Tu as travaillé, je ne sais pas, un handicapé international pendant 10 ans, tu t'es fait virer, mais regarde, il y a une belle place dans le secteur de l'armement, ça vaudrait quand même la peine de faire un nouveau projet. C'est-à-dire que cette idée qu'avant on était tourneur-fraiseur, camionneur, juriste, est une idée qui a vécu, il y a de l'emploi ailleurs, il faut adapter, c'est notamment l'idée de la formation tout au long de la vie, etc. La versatilité en devient une vertu et une des hypothèses qu'on n'a pas encore eu le temps de creuser, c'est l'idée qu'on passerait d'une thématique du statut social et du rôle, au sens de Goffman, davantage à l'idée de la posture, qui est à ce moment-là une attitude, un ensemble de codes adoptés de manière temporaire, incarnés avec la plus grande sincérité possible, mais dont on sera appelé à se défaire rapidement. Là où Goffman parle d'un statut qui est actualisé dans un rôle qui est tellement intégré qu'on finit par être son rôle. On est juge, on est ministre, on est parlementaire, au sens où on incarne cette posture et on finit par s'identifier à cette position. Alors, évidemment, la question embêtante, c'est finalement de la mobilité dans tout ça. Quel rapport la façon dont nous voyons les choses, et alors on peut évidemment autour de ça discuter, c'est-à-dire qu'on peut dire ah, mais c'est pas la vraie mobilité comme j'entends. Voilà, je vous présente la façon dont nous on conçoit les choses. Pour nous, ces 4 impératifs sont une manière de formaliser un impératif de mouvements incessants. Faire en permanence, de sa propre initiative, via des projets et en s'adaptant constamment, c'est pour nous une thématique qui est une thématique qui relève de la mobilité. Alors, pour être plus précis, la mobilité, on la définit de manière minimale, c'est-à-dire comme une variation des coordonnées spatio-temporelles, c'est-à-dire qu'en gros, c'est effectuer un trajet dans l'espace au cours d'une certaine durée. Comment faire un lien, alors, entre l'espace et le temps, d'une part, et ces impératifs-ci? C'est une question qu'on a traitée en reprenant appui sur les travaux antérieurs de Bertrand Montulet, qui avait fait l'hypothèse d'une évolution des morphologies spatio-temporelles. Je ne sais pas, je suppose qu'ici, il y en a quand même quelques-uns qui connaissent ces travaux-là. Et donc, je vais essayer d'expliquer la manière dont nous articulons ces 2 volets. La première chose qu'il faut clarifier, c'est la notion d'espace, parce qu'elle est quand même importante ici. L'espace dont nous parlons n'est pas nécessairement l'espace physique. Nous considérons que l'espace est le fameux texte repoussé dont parlait vertement repoussé, dont parlait Vincent tout à l'heure, était un texte en défense de cette idée-là, l'idée que l'espace n'est pas une dimension physique, que c'est une dimension qui peut être physique, mais qui peut ne pas l'être. Alors, pour résumer les choses de manière simple, qu'est-ce que l'espace? Eh bien, c'est une question dimensionnelle, la question de l'espace, et en fait, un espace, c'est le résultat d'un processus de spatialisation. Jusque-là, ça semble assez logique. La spatialisation, c'est une structuration d'une réalité via un système d'attribution de positionnement. Cette réalité est une réalité, et une réalité sociale est aussi réelle qu'une réalité physique. Donc, l'idée, c'est de rejeter l'identification de l'espace et de la réalité physique. La réalité physique peut être structurée de maintes façons, notamment à l'aide de catégories spatiales, mais aussi à l'aide de catégories esthétiques, philosophiques, colorimétriques, tout ce que vous voudrez. L'application est évidente pour ce qui est de la réalité physique. Le premier espace auquel on va penser est bien entendu l'espace physique. Mais quand on parle d'espaces sociaux, quand on parle de classes sociales, de champs, etc., et la sociologie offre de nombreux exemples, quand Goffman parle des coulisses, etc., on voit bien que la thématique de l'espace est là utilisée, et en fait, elle n'est pas utilisée, à notre sens, comme métaphore, elle est utilisée parce que nous la structurons avec les mêmes catégories, qui sont des catégories de spatialisation. Et donc, cette structuration aboutit à créer un espace qui n'est pas physique, mais qui est un espace, et qui est autant socialement construit d'ailleurs que l'espace physique, puisque entre l'espace physique des géographes qui utilisent
une projection Mercator ou une projection, une organisation conceptuelle de l'espace qui prendrait en compte les temps de parcours, par exemple, ou le relief, etc., on est bien là face à chaque fois à des constructions qui donnent un sens à une réalité physique qui effectivement ne permet pas de dire n'importe quoi, mais aucune réalité ne permet de dire n'importe quoi. Donc la spatialisation est évidemment toujours un dialogue entre un processus de construction d'un sens et bien entendu un ensemble de données qui d'une manière ou d'une autre sont de manière plus ou moins directe prélevées dans cette réalité. Donc un espace n'est pas nécessairement physique. Alors deux morphologies spatio-temporelles qui permettent, nous semble-t-il, d'expliquer le passage d'une mobilité à l'autre et l'émergence d'une idéologie mobilitaire. La première, c'est la forme limite, que j'ai sous-titrée des airs et des airs. Désolé pour le jeu de mots. C'est en gros l'espace-temps caractéristique de la modernité, c'est-à-dire un espace structuré par des frontières et qui pense en fait la structuration d'étendues informes au moyen du tracé de frontières. Ce tracé de frontières, c'est bien entendu, par exemple, l'organisation stato-nationale du territoire, donc des États-nations, avec une frontière, finalement, qui n'a pas de profondeur. Théoriquement, elle devrait être fine comme un cheveu, voire plus fine. Et d'un côté, c'est pleinement la France, et de l'autre côté, c'est pleinement la Belgique. Et si on passe, c'est un casus belli, etc. Mais cette structuration s'applique, par exemple, à quelque chose qui, moi, me semble assez flagrant, qui est la division des sexes. Il y a d'un côté tous les hommes, de l'autre côté toutes les femmes, et entre les deux, il n'y a rien. Et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui prétend se situer entre les deux, c'est soit un monstre, un anormal, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut soit soigner, soit rejeter ou placer dans les espaces adéquats, soit un rebelle, c'est-à-dire quelqu'un qui attente à la structuration de l'espace social qui a été créé. Ce sont les deux façons qu'on a eues, par exemple, de réagir à l'homosexualité de manière historique, c'est-à-dire soit en disant ce sont des malades, ce sont des anormaux, ce sont des monstres, ils doivent donc être rejetés, soignés si possible et rejetés si pas soignables, ou alors ce sont des dépravés, ce sont des contestataires, etc. Et d'où l'emprisonnement à ce moment-là. Psychiatrisation, emprisonnement. Voilà. On pourrait dire que l'adage de cette formule, de ce système-là, c'est l'exception confirme la règle. L'exception n'est qu'une exception, et en rien elle n'attente à la réalité de cette frontière, qui évidemment, la frontière entre les sexes, sépare l'humanité en deux, mais sépare aussi, bien entendu, les comportements, le langage, l'habillement, les espaces sociaux, etc., etc. Donc qui est en plus ici une frontière extrêmement puissante, et qui en fait permet l'empilement de toute une série de frontières. La cuisine est à la femme, le salon est à l'homme, etc. Le temps qui correspond à ça, si vous tracez une frontière, il faut qu'elle dure. Une frontière qui bougerait en permanence ne serait pas une frontière. Donc la frontière doit, si pas viser l'éternité, au moins reposer sur un temps long. La frontière entre deux États est un bon exemple de cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est a priori fixe, et puis parfois, de manière brutale, elle peut changer. Cette manière brutale, elle est soit militaire, une conquête, etc., soit juridique. Et ça sera un traité de frontière qui, tout d'un coup, par exemple, va faire passer un ensemble de territoires d'un État à l'autre. Voilà. À ce moment-là, il n'y a pas de progression. Ce n'est pas, par exemple, un État qui progressivement gagnerait sur l'autre. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout d'un coup, vous étiez en territoire français, vous voilà en territoire suisse, c'est comme ça. Donc on est bien dans une morphologie spatio-temporelle, parce que la frontière ne peut être pensée que par un temps organisé en stase et en rupture. Ce temps organisé en stase et en rupture est aussi la lecture de la vie qu'on pouvait faire il y a quelques années, voire quelques décennies, qui est celle des âges de la vie. Des moments d'articulation font que vous passez de l'enfance à l'âge de raison. À 7 ans, on commence à vous parler, on dit ah, ça y est, maintenant il va comprendre. Avant, il ne comprenait pas, à part les coups de ceinture. Maintenant, on va pouvoir lui parler. Il y a à ce moment-là des temps forts sociaux, la petite communion par exemple. À un moment donné, on va devenir adulte, et alors on sait qu'on devient adulte en faisant son service militaire ou en se mariant, voire pour la femme en se mariant et en ayant un enfant. Et à ce moment-là, donc, arrive une autre ère. Et quand on est un adulte, on ne joue plus, par exemple.
Pas question d'être un quidulte, de s'amuser avec sa PlayStation jusqu'à 4 heures du matin, même si on a 43 ans. On est dans des séquences. L'âge de la retraite, eh bien c'est fini. À tel âge, vous êtes déclassé, vous allez pêcher, on ne vous demande plus rien, c'est fini, vous êtes un vieillard. On est dans un temps organisé en stase et en rupture, dans un espace structuré par les frontières. Qu'est-ce que la mobilité dans ce cadre-là? Ce n'est pas un monde de l'immobilité du tout, c'est un monde de la mobilité, mais d'une certaine mobilité. Cette mobilité, c'est ce qu'on a qualifié de mobilité franchissement, c'est-à-dire être mobile dans cet espace-là, c'est franchir une frontière. Tant que vous ne franchissez pas une frontière, vous restez à l'intérieur d'un même espace qui est censé être homogène. Il y a la question de l'échelle, bien entendu. Vous pouvez d'abord franchir les limites de la ville et puis les limites du canton, et pour reprendre des catégories qui vous sont chères, si j'ai bien compris, puis les limites de la région et puis de votre État, etc. Donc il y a une question d'échelle. Mais a priori, la mobilité, elle se marque par le franchissement d'une frontière. La mobilité professionnelle aussi. Vous êtes sous-commis de bureau et vous devenez commis de bureau. Vous savez que la prochaine étape, c'est de devenir sous-chef de bureau, puis vous deviendrez chef de bureau, et donc vous aurez à ce moment-là une table en formica pour vous tout seul. Ce système-là, et ce n'est pas une plaisanterie, j'avais parlé à mon grand-père de la question de la qualité de la table et de la moquette au sol dans l'administration belge en fonction des degrés hiérarchiques, et il y avait tout un truc. À partir d'un certain niveau, on avait droit à 2 fenêtres dans son bureau et pas une seule, etc. Tout ça était extrêmement codifié, mais on était à chaque fois en face de franchissement, à l'ancienneté ou en passant un examen, mais en tout cas, il y avait là un moment déclencheur. Ce qui est premier dans cette mobilité franchissement, c'est l'ancrage. On ne peut pas franchir une frontière si on n'est pas situé préalablement. C'est-à-dire que d'abord, on doit s'ancrer quelque part, on doit acquérir une position, et c'est de cette position qu'on pourra partir vers ce qui doit être une autre position. Et donc c'est une mobilité téléologique, c'est une mobilité qui doit être orientée vers un but. Prenons un exemple. 19e siècle, exode rural, forte industrialisation de la Belgique. La Belgique se retrouve confrontée à des hordes d'anciens paysans devenus ouvriers qui vont d'une usine à l'autre de manière anarchique parce qu'il n'y a pas de contrat de travail, qu'il n'y a pas de stabilité de l'emploi et qu'ils espèrent avoir une vie un peu moins misérable à gauche ou à droite. Grande peur face à cette mobilité qui est conçue comme une menace pour l'ordre social et donc mise en place d'un système de contrôle du déplacement des ouvriers. Le carnet ouvrier, en fait, est un carnet que l'ouvrier doit avoir sur lui. Et quand il se déplace, il doit pouvoir prouver aux autorités qu'il se déplace pour aller d'un endroit où il est engagé à un autre endroit où il est engagé. Pas qu'il se balade, un ouvrier n'a pas à se balader, un ouvrier, on lui construit des cités ouvrières, il y a un jardin, il y a un magasin de l'usine, il reste là. S'il sort de là, c'est qu'il va dans une autre usine parce qu'il a été engagé là-bas. C'est un exemple parmi beaucoup, mais d'une mobilité téléologique qui joint un point à un autre, et bien entendu, il est censé s'ancrer là où il va arriver. Donc en fait, si vous voulez, l'idée que nous défendons, c'est celle d'une liaison logique entre une façon de se représenter l'espace et le temps, et donc de concevoir ce qu'est l'espace et le temps, et comment il est possible de structurer et de se comporter dans l'espace et dans le temps, à une façon de concevoir la mobilité, et à une façon de concevoir le rapport axiologique à la mobilité, donc les obligations et les interdits liés à la mobilité. Je ne développe pas l'idéologie de l'ancrage parce que je serais déjà un peu long comme ça. S'oppose à ce modèle-là un modèle dont nous faisons l'hypothèse que nous sommes, par rapport auquel nous pensons que nous sommes à un point d'articulation. On a déjà dépassé une bonne part de l'articulation. Attention, on ne soutient pas du tout l'idée que le modèle antérieur va disparaître, mais nous soutenons l'idée qu'émerge un modèle qui est fortement concurrent et qui, dans beaucoup de domaines, prend une importance croissante. Dans ce cadre-là, le temps, c'est un modèle dans lequel le temps est vu comme un flux constant. Si le temps est un flux constant, que tout s'érode, que tout change en permanence, il est impossible de tracer une frontière. À ce moment-là, la question, par exemple, si on se réfère à la question de la frontière, une ville, ça n'est pas ses murs ou ça n'est pas la circonscription administrative dans laquelle elle est comprise. Une ville, ça va être un hinterland ou même ça va être un empilement d'interlands. Des interlands qui vont battre, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de Bruxelles, Bruxelles a un hinterland culturel qui est, pour l'opéra, par exemple, assez étendu. Maintenant, pour le théâtre, sans doute moins. En matière d'enseignement, encore moins. En matière de bassin d'emploi, davantage. Donc le phénomène urbain, et par exemple, si on s'intéresse à la géographie,
on se rend compte que Bruxelles est une ville aux limites très très floues, avec une urbanisation très très forte des campagnes alentours, et finalement une grande difficulté à cerner en disant ah voilà, maintenant ça c'est la campagne. C'est pas de ces villes où à un moment donné on arrive et on dit ah tiens un champ. Par exemple, il reste une ferme en région bruxelloise. Région bruxelloise, les 19 communes. Il reste une ferme, donc il y a des champs et des vaches. C'est un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion de frontière dans ce cadre-là n'est plus une catégorie valable pour organiser l'espace. On ne peut pas décrire ce que nous considérons aujourd'hui comme étant Bruxelles, c'est une question de construction sociale bien entendu, au moyen de la catégorie de la frontière. Et c'est le problème de Bruxelles aujourd'hui. Bruxelles, c'est 19 communes, et que c'est un hinterland bien plus vaste, et que, en fait, Bruxelles interagit avec sa propre ville-région, mais aussi deux autres régions, deux communautés linguistiques différentes, avec le grand talent des Belges pour les poupées russes, ça nous promet quelques décennies de plaisir. Dans ce cadre-là, comment structurer l'espace? Pas en un espace informe, mais comme une étendue ponctuée, c'est-à-dire finalement un système réticulaire, à savoir un espace qui va être marqué par des points d'ancrage, des points d'attraction. Et finalement, la situation dans cet espace ne va pas dépendre du côté de la frontière duquel on se trouve, mais va dépendre du type de relation non exclusive qu'on peut entretenir avec ces différents pôles. Dans un espace structuré comme ça, il est possible de cesser d'être femme ou homme pour devenir finalement quelqu'un qui définit sa position par rapport à des concepts masculins et féminins comme étant non exclusifs. On peut être à la fois finalement les deux. On peut se sentir plus proche de ce qui est traditionnellement identifié comme l'un pour un domaine, par exemple le soin aux enfants, et plus proche d'un autre, par exemple pour l'habillement ou pour le type de langage. Et donc, dans ce cadre-là, on sort d'une logique de frontières pour rentrer dans une logique, finalement, d'attraction et de relation. Dans ce cadre-là, la mobilité, elle est première. Pourquoi la mobilité est-elle première? Parce que si la situation dans l'espace dépend des relations que je peux entretenir avec un ensemble de points, la situation de ces points eux-mêmes, elle-même, dépend des relations qu'ils entretiennent avec d'autres points et avec moi. Donc, en permanence, ces points vont se déplacer les uns vis-à-vis des autres. Même si moi, je cherche à ne pas faire varier mes relations avec mon entourage se chargera de les faire varier. Dans ce cadre-là, il n'y a plus une structure spatiale prédéterminée par rapport à laquelle je me déplace, c'est-à-dire en disant « Ah, ça y est, j'ai passé la frontière. Regardez, les enfants, on rentre en France. » Vous voyez, quand on voit que l'uniforme des policiers change. Maintenant, si j'habite à 30 km de la frontière française, quasiment plus rien n'indique, à part un vieux bâtiment de la douane en ruine, qu'on est en train de pénétrer en France. Donc là, se met en place une mobilité qui est une mobilité première, c'est-à-dire une mobilité qui est irrépressible. L'immobilité est au contraire le fruit d'un effort, c'est-à-dire que je vais devoir essayer d'être le plus immobile possible par rapport à des points dont je tiens à garder la maîtrise. Je cherche à avoir une certaine stabilité professionnelle. En soi, c'est un effort. Longtemps, on pouvait se sentir piégé dans une carrière et se dire je partirai bien ailleurs. Maintenant, il faut plutôt prier pour qu'après ces 2 ans-ci, on puisse trouver encore un an et puis peut-être un contrat de 6 mois. Voilà. Cette immobilité et cette mobilité sont à ce moment-là des notions parfaitement relatives. Il n'y a plus une grille par rapport à laquelle on se déplace. 2 formes de qualification de la mobilité. Une mobilité dérive, c'est cette mobilité qui survient du fait des courants qui agitent en permanence l'espace, ou une mobilité kinétique, c'est-à-dire une mobilité déployée pour elle-même, parce que finalement, quelque part, c'est bien d'être mobile. On est donc là dans une morphologie spatio-temporelle qui débouche sur une façon particulière de concevoir la mobilité et qui, de là, débouche sur une façon particulière d'imposer une relation spécifique à la mobilité. Parce que si vous êtes dans un espace où tout varie en permanence, si le temps n'est qu'une force d'érosion constante, prétendre à l'immobilité est au mieux une folie, au pire une faute. De manière professionnelle, il est fautif d'être stable dans un environnement instable. Il est fautif de se reposer sur ses acquis, par exemple. Il est fautif de refuser de reconsidérer sa fonction en permanence. D'accord? Nous arrivons... Oui, on approche de la fin, je veux dire.
Je vais essayer de me dépêcher un peu. La question ici, donc, n'est pas seulement... Enfin, ce que nous cherchons à poser comme question par ce biais-là, c'est pas seulement comment évoluent les pratiques de mobilité, est-ce qu'on est plus ou moins mobile, est-ce qu'on bouge plus souvent sur de plus longs trajets, enfin ce genre de choses, mais c'est aussi comment évoluent les représentations que nous avons de la mobilité, et pas seulement dans le sens vocabulaire, parce que, effectivement, par exemple, au XIXe siècle, le concept de mobilité n'est pas utilisé pour désigner ça, mais même si on prend l'idée que la mobilité est une modification des coordonnées spatio-temporelles, il existe des comportements qui peuvent être conçus comme ça au 19e, il en existe aujourd'hui. La question est de savoir quels sont parmi ces comportements ceux qu'aujourd'hui notre société identifie comme relevant de la mobilité et ceux qui ne sont pas de tels mouvements. Par exemple, on peut travailler loin de chez soi et faire la navette tous les jours et être identifié comme un parfait immobile parce qu'en fait, on a un déplacement qui est extrêmement réglé, extrêmement constant, que ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans qu'on travaille au même endroit et que donc on est plutôt tenu, non pas pour un grand mobile, alors que peut-être qu'on fait 250 km par jour, mais plutôt comme quelqu'un de très immobile. Donc la question qu'on essaye de se poser à travers ça, c'est, il ne suffit pas de se demander si on bouge plus, moins, etc., ou quelles sont les modalités de ces déplacements, il faut aussi se demander quel est le sens que cela a, et qu'est-ce qui aujourd'hui est tenu pour relevant de la mobilité et qu'est-ce qui est tenu comme relevant de l'immobilité. La mobilité, en soi, n'est pas une évidence. Et ce qui la distingue de l'immobilité varie autour du temps. Et une des questions corollaires, évidemment, à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce qu'on peut considérer que nous sommes plus immobiles plus mobiles si être mobile n'est pas la même chose qu'hier. Je vous laisse avec ça. Alors, petit détour par la prison, juste pour vous expliquer comment j'essaye d'appliquer ça à un objet concret qui semble très éloigné et que j'ai choisi parce qu'il était très éloigné de la question de la mobilité. La prison. Alors, une loi pénitentiaire belge, la première de l'histoire de la Belgique, date de 2005. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'elle a été adoptée après un travail important en commission, qui était une commission, non pas une commission parlementaire, mais une commission d'experts. Donc, un ensemble d'experts, juristes, criminologues se sont réunis pour réfléchir à la prison et ont accouché d'un avant-projet et d'un document d'intention qui ont été après endossés par le Parlement et qui ont servi de base au travail. C'est une loi qui est dite loi sur le statut juridique interne des détenus, c'est-à-dire une loi qui cherche à régler tout ce qui se passe dans les murs. Les visites, l'accès à l'information, aux soins, le travail, l'organisation des espaces de vie, les questions disciplinaires en prison, tout ça. Un des objectifs, c'est faire pénétrer le droit en prison parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, les prisons sont très largement, et en Belgique particulièrement, des zones de non-droit, c'est-à-dire des endroits gérés à la faveur et pas à la règle de droit. Mais il y a un deuxième objectif qui n'est pas avoué en tant que tel, ou en tout cas pas de manière très très claire, c'est la relégitimation de la prison. Comment faire un projet pour la prison au XXIe siècle alors que la prison est très profondément discréditée et a, pour la xème fois de son histoire, fait la démonstration assez convaincante de non seulement son inefficacité, mais carrément sa contre-productivité. Ce qui est intéressant évidemment avec ce discours, c'est que c'est ce que Foucault appelle un discours sérieux sur la prison, c'est-à-dire un discours qui a une prétention particulière, c'est un discours public, politique, qui a une dimension autre que simplement un type qui, dans son coin, écrit un article de criminologie que personne ne lira jamais. Alors, deux usages, j'ai utilisé le cadre théorique ici pour formaliser deux conceptions différentes de l'incarcération. La première, c'est celle de la prison classique, c'est celle que j'appelle de l'immobilisation pénible. C'est-à-dire que le projet de la prison classique, c'est punir par l'immobilisation. Cette immobilisation prend plusieurs formes. Elle est un enfermement dans les murs de la prison, bien entendu, mais c'est aussi un enfermement social. Ce n'est pas seulement un enfermement physique, parce que la prison, et surtout à l'âge classique, a pour objectif d'isoler l'individu de son milieu social considéré comme criminogène. Donc il s'agit à la fois de punir, mais il s'agit aussi de couper les liens sociaux existants. C'est une des fonctions récurrentes de la prison classique. La prison est aussi intérieurement cloisonnée, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de voir le mur d'enceinte. À l'intérieur, surtout dans le modèle cellulaire, qui en Belgique est le modèle dominant depuis les origines du pays,
dans le modèle cellulaire, on est face à un cloisonnement interne de l'espace qui vise à empêcher les mouvements, même au sein de la prison, sauf quelques mouvements collectifs et très régulés, et qui vise aussi à éviter que ne se crée un milieu social. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'éviter la communication entre les individus. Quand on va à la promenade, on va à la promenade cagoulé, pour qu'on ne se reconnaisse pas. Quand on assiste à la messe, on assiste à la messe dans une chapelle panoptique, qui est une chapelle dans laquelle on est enfermé dans un box et où on voit le prêtre, mais pas ses voisins de cellule, ou ses voisins de messe. C'est un dispositif aussi d'immobilisation sociale, parce que le but est, de manière avouée, d'empêcher l'individu d'agir dans la société, de l'empêcher de, par exemple, entretenir des relations, etc. Et du point de vue temporel, c'est un temps extrêmement cadencé, toujours le même, répété à l'infini pendant toute la durée, un temps non compressible, parce qu'à l'âge classique, la prison, c'est 10 ans, c'est 10 ans, exactement, de la date anniversaire à la date anniversaire, et c'est comme ça. Et c'est aussi un temps perdu, c'est-à-dire c'est un temps retranché, pendant lequel on n'attend pas, en tout cas, on espère qu'il se passera des choses, mais la peine est parfaite par l'écoulement du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah non, comme tu n'es pas encore guéri ou comme tu n'es pas encore moral, on ne te laisse pas sortir ». C'est par exemple différent de l'internement, par exemple. L'internement, la question est « Est-ce qu'il est guéri ?» Et quand il est guéri, alors il est libéré. Alors, s'oppose à ce modèle et est présent, mais là je n'ai pas le temps évidemment de le développer, et s'oppose à cela un modèle qu'on voit poindre dans les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire belge, qui est le modèle de la mobilité éprouvante. Gérer des trajectoires individuelles par des épreuves de mobilité, avec une prison qui s'insère alors dans un archipel d'interventions carcérales de niveaux différents, dont la description, je ne dis pas que la pratique est celle-là, mais dont la description est celle d'infléchir des trajectoires individuelles. La prison, finalement, n'est plus qu'un lieu où se croisent, de manière presque fortuite, un ensemble de trajectoires individuelles, toutes uniques. Alors, on retrouve dans ce cadre-là les 4 impératifs, activité, notamment, et donc je vais être très bref, mais notamment sous l'angle de la thématique de la mise à profit, c'est-à-dire le temps en prison n'est pas un temps perdu. Quand vous rentrez, on attend de vous que vous fassiez un plan de détention pour dire comment vous allez mettre à profit le temps entre 4 murs. Donc il ne s'agit pas de vous asseoir dans un coin et tout ça, ce n'est pas ça qu'on fait. En prison, on est actif. C'est une activation parce qu'on sort de la logique, qui est une logique qui a été extrêmement prégnante dans le monde carcéral. On sort de la logique, comme c'est toi le problème, c'est pas toi qui vas nous dire ce qu'il faut faire, puisque tu es un individu à problème, c'est-à-dire la logique du diagnostic. Tu es un inadapté social, un malade mental, un type corrompu, etc. Et donc, je prends, moi, expert, des mesures à ton égard. On est au contraire dans l'idée de l'initiative du détenu, donc on lui offre des possibilités, et c'est à lui de choisir et à se construire son projet. On est évidemment dans un cadre participatif, c'est-à-dire que finalement, la peine, c'est la collaboration d'un ensemble d'individus, mais c'est la collaboration notamment du détenu lui-même. La prison doit devenir participative. Il faut créer des instances participatives en prison, il faut consulter les prisonniers. Finalement, le prisonnier est un des maillons, est un des acteurs de sa prison. Il n'est plus donc l'objet de la peine, il est un des acteurs de sa propre peine. Et enfin, l'adaptation. La trajectoire carcérale est une singularité, toutes les trajectoires carcérales sont singulières, d'où le plan individualisé, d'où le plan de réinsertion au moment où il demandera sa sortie de prison, d'où le passage de plus en plus systématique par des libérations conditionnelles assorties de conditions individualisées et monitorées aussi. Le sommet du monitoring étant sans doute la surveillance électronique qui, heure par heure, permet de dire où est le gars, avec le développement notamment de possibilités de géolocalisation, etc., plus poussées que chez lui, pas chez lui. Et donc, tout ceci est, à mon sens, l'utilisation de la thématique de la mobilité pour justifier la prison, et donc faire d'une prison conçue comme une immobilisation pénible, une prison conçue comme une mobilité éprouvante, une mobilisation éprouvante. C'est un discours. Ça ne marchera jamais. Je vous le dis déjà, la loi n'est pas entièrement entrée en vigueur, elle a 10 ans. On a déjà réformé des articles avant qu'ils soient entrés en vigueur, et ils ne sont toujours pas entrés en vigueur. Ça vous donne une certaine idée. Alors, pour conclure, cette approche
Je l'ai utilisé, ici je vous ai montré la prison, je vous ai apporté un petit dossier avec quelques textes que j'ai publiés récemment. Je l'ai utilisé pour analyser le management de la justice, les modes alternatifs de résolution des conflits. Je suis revenu sur le sujet de ma thèse pour dire que finalement je n'étais pas d'accord avec moi-même. La surveillance électronique. On pourrait, enfin, j'espère qu'on le fera, l'appliquer à des questions comme les questions de genre, la question des mobilités résidentielles, qui était l'exemple qu'on avait pris avec Vincent dans notre article maudit, la famille, les systèmes étatiques, etc. etc. Maintenant, il ne faudrait pas s'imaginer, bien sûr, et donc soyons clairs, c'est pas ça que je dis, que ça y est, l'idéologie mobilitaire le monde à ses pieds. Par exemple, il y a des résistances très fortes. On a bien vu, par exemple, en France, l'incroyable mobilisation autour de la question du mariage entre personnes de même sexe, et le point auquel ça a réactivé toute une série d'affirmations de la différence naturelle des sexes, etc. Le mariage entre personnes de même sexe existe en Belgique depuis plus de 10 ans. Je crois que personne n'en est mort jusqu'à présent. Mais la France, hein, on a fait un truc où, ça y est, le rose, faire porter du rose à ses enfants, c'était pour certains visiblement devenu à peu près le sommet de la maltraitance. Donc on voit bien que toute une série de frontières ne se laissent pas démonter facilement. On voit bien par exemple qu'il est beaucoup plus facile de franchir, que les frontières sont beaucoup plus perméables pour certains que pour d'autres. Et donc voilà, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Par ailleurs, l'idée ici est bien de se centrer sur un usage des idéologies. Donc mon travail sur la prison devrait aller plus loin et essayer de montrer dans quelle mesure il y a des tensions et une articulation entre une prison plus à l'ancienne, une prison plus contemporaine, et essayer de voir comment s'agence ou ne s'agence pas cette opposition entre des visions antagoniques. L'essentiel pour moi étant que les pratiques de mobilité évoluent, mais aussi leur sens, mais aussi les critères selon lesquels nous distinguons le mobile de l'immobile. Voilà, je vous remercie. La capture sera demain en ligne. De performance. Oui, j'ai laissé passer le moment où je faisais un playback de Madonna. Je trouvais que ça serait bon. Jamais trop tard. Zut. Qui a envie de prendre